Je vois 1 poisson, 2 poissons, 3 poissons, 25 poissons. C'était une mortalité d'une importance monstrueuse, quoi. Quand je vous dis par brouette, c'était par brouette, quoi. Ça vous prend les tripes, ouais. Ouais, ça vous amène les larmes aux yeux. La rivière peut plus donner à manger à ses habitants. Il faut arrêter de faire semblant parce que la mortalité, là, elle fait pas semblant. La rivière, après, elle va être sans vie. Il se passera plus rien dans cette rivière. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi, ce que je veux, c'est médiatiser. Je veux que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer dans cette rivière. Jean-Marc Bertacci, bonjour. Bonjour Antoine. Jean-Marc, merci de nous accueillir ici dans ce magnifique site naturel du Tivoli à Moutier-Haute-Pierre dans le Doubs. On est juste en bordure de la Loue. Vous avez accepté de répondre à nos questions. Avant ça, on va vous présenter rapidement. Jean-Marc Bertacci, vous avez 58 ans. Vous êtes garde-pêche ici à Moutier. Cette rivière, la Loue, c'est toute votre vie. Vous l'avez découvert enfant, vous y avez passé des heures innombrables. Et c'est dans ces eaux que vous avez appris la pêche, qui est aujourd'hui votre passion. Aujourd'hui, garde-pêche, vous la surveillez au quotidien, elle et tous ceux qui l'habitent. Justement, la Loue, ça va être le centre de notre interview. On va parler de l'importance de ce cours d'eau pour vous, aussi pour la région, de son évolution, de la pollution qu'il touche et contre laquelle vous vous battez, puisque vous êtes, on peut le dire aujourd'hui, un peu un lanceur d'alerte sur l'état dégradé de la qualité de la Loue et de nos rivières en général. Avant d'aborder tout ça, avant d'aborder ce programme assez dense, j'aimerais quand même vous demander pourquoi vous nous avez emmenés ici, parce que c'est vous qui avez choisi le lieu de l'entretien. Moi, j'aime bien me retrouver ici parce que c'est un endroit où on voit beaucoup de vie dans l'eau, ou peut-être où on voyait beaucoup de vie dans l'eau. On en voit beaucoup moins depuis quelques années. Ouais. Et c'était un endroit de prédilection aussi pour la pêche à la mouche. Et j'étais pas le seul à connaître l'endroit non plus. Hein. On se retrouvait souvent à plusieurs pêcheurs ici parce que l'endroit était, on pourrait dire, truffé de poissons avant. Vous êtes né à Lons-le-Saunier, donc en Franche-Comté, dans le Jura. C'était quoi votre premier souvenir de pêche? Est-ce que depuis petit, vous étiez dedans? Est-ce que vous avez été influencé par des gens de votre famille? Expliquez-nous votre rapport à la pêche, comment il est arrivé? Alors, mais vraiment par hasard. Par hasard, moi j'habite Lons-le-Saunier. À Lons-le-Saunier, il y a une petite rivière qui coule qui s'appelle la Vallière. Et puis, en étant gamin, un jour j'achète une canne à pêche avec une cuillère. Et puis, me voilà parti avec mon vélo, prospecter la Vallière et puis essayer de prendre quelques poissons. Ça marchait, hein, parce que la Vallière était remplie de truites aussi, comme on peut retrouver ici, les truites du bassin méditerranéen. Donc voilà mes premières approches au bord de l'eau. J'avais 11 ans, 12 ans à peu près. Et puis personne m'y a amené, c'est simplement une découverte par hasard. Ouais. J'aime bien me retrouver. Alors maintenant, quand j'étais gamin, peut-être un peu moins, mais voilà, c'est ces possibilités d'être là, ces possibilités de réfléchir à la vie, ces possibilités de se poser, de regarder les difficultés, apprécier le moment, apprécier la beauté des lieux. Et puis voilà, c'est ça qui m'amène principalement à la pêche. Vous nous avez raconté un peu les premières rencontres avec la pêche, avec la pratique aussi, avec les cours d'eau et la nature. Pourtant, en grandissant avec les études, vous arrêtez de pêcher aussi souvent que vous le faisiez étant enfant. Vous voyagez dans la France, vous enchaînez les petits boulots, Marseille, Lyon, Épernay, et vous revenez vers 20 ans pour travailler à l'hôpital de Besançon. Et là, vous allez faire une rencontre qui va vous faire vraiment retomber dans la pêche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors ça c'est rigolo parce qu'effectivement, pendant une dizaine d'années, 15 ans à peu près, j'ai arrêté de pratiquer. Je pratiquais toujours un petit peu, accompagné avec 2-3 personnes, mais j'arrive au SAMU à Besançon et je rencontre Alain, pêcheur à la mouche, qui me demande pourquoi je ne m'intéresse pas à cette pratique. Et puis moi aussi, je me demande pourquoi pas, parce que c'est un geste qui me plaît, c'est une beauté incroyable, ce geste. La pêche à la mouche, est-ce qu'on peut expliquer très rapidement ? Alors, pêcher à la mouche, c'est simplement essayer de propulser un insecte d'un microgramme sur la rivière ou sur le dessus de la rivière ou dans la rivière en elle-même, en imitant l'insecte qui y vit. Voilà, donc il y a des milliers d'insectes qui vivent dans ces rivières, mais on va essayer de leurrer le poisson, en fin de compte, avec une mouche, tout simplement, et puis la faire dériver sur les courants de la rivière ou dans les courants de la rivière pour essayer de leurrer un poisson. Donc dans les années 93, à peu près, je rencontre Alain. Alain, c'est une personne formidable qui m'apprend le geste parce que c'est des heures de pratique avant de pouvoir poser une mouche sur l'eau. C'est aussi des heures de pratique pour arriver à monter, à fabriquer une mouche qui ressemble à quelque chose.
Et puis il prend tout son temps, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience pour m'apprendre ça. Puis en route, c'est parti. En route, ouais. Là, ça devient vraiment la passion, votre Ça passion. devient, ouais. Vous y allez en fait presque quotidiennement. Après, je commence à y aller presque quotidiennement. J'affine mes techniques. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis c'est des rencontres avec plein de rivières, plein d'autres endroits que nous offre la Franche-Comté. J'ai passé des heures et des heures, des semaines entières avec mon petit camping-car au bord de l'eau. Ça a été des rencontres fabuleuses aussi à ces endroits-là. J'ai rencontré Emmanuel. Emmanuel a aussi un ami maintenant de longue date. Voilà, ça fait 30 ans et qui lui aussi va m'apporter aussi énormément de connaissances dans le milieu de la pêche à la mouche. On part aussi beaucoup accompagné donc avec Emmanuel, avec plein d'idées en tête, de découvrir la Slovénie, parce que la Slovénie devient à ce moment-là un haut lieu de la pêche, il y a 20 ans à peu près, où on se retrouve dans des rivières qui sont, je ne sais pas si vous connaissez la Slovénie, mais il y a une rivière qui coule qui s'appelle la Socha, qui est une rivière qui est bleue émeraude, dans un milieu avec les Alpes juliennes derrière qui sont en fond, c'est un décor magique, quoi, vraiment magique. Et là, on va s'amuser à pêcher cette fameuse truite marmorata, qui est une truite extraordinaire, belle, elle a une couleur marbrée, d'où son nom. Et on va aller prospecter là-bas cette fameuse rivière, la Socha. Il y a l'Idrichka aussi qui est magnifique. Et on va se retrouver dans ces milieux toujours pour continuer la relation, pour se retrouver le soir au bord du feu, pour se raconter nos histoires de vie, pour partager la naissance de nos enfants, pour plein de moments intimistes. Ouais, parce que j'ai l'impression, en fait, vous en parlez, il y a un lien entre vous et les rivières. On sent que vous aussi, en fait, ça vous a apporté dans votre vie. Moi, ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté un bien-être fabuleux à des moments où ça allait mal dans ma vie, parce qu'il y a un moment, je me sépare de ma première femme et ça a été des moments douloureux, cette séparation, c'était des moments de réflexion où il a vraiment fallu que je réfléchisse à beaucoup de choses, et la rivière m'a apporté en fin de compte beaucoup de réponses à ces questions. Et comme je dis souvent, j'ai l'impression que quand je rentre dans l'eau, tout ce mal-être, tout ce malaise qui est à l'intérieur de moi s'évacue pour laisser place en fin de compte à une grande sérénité. Et c'est ça que je recherche principalement dans la pêche, c'est que c'est un moment d'introspection énorme où toutes les réflexions que vous pouvez avoir, toutes les questions que vous pouvez avoir, la rivière vous donne la réponse. Systématiquement, elle vous donne la réponse parce que c'est la nature, parce que c'est l'endroit pour trouver les bonnes réponses aux bonnes questions. Et dans cette nature, la rivière où on est à côté actuellement, la Loue, redevient votre terrain de jeu favori. Vous déménagez à Ornans pour être, comme vous le dites, les pieds dans l'eau. Cette rivière, ça a un peu décliné maintenant, mais à l'époque, dans les années 90, dans le début des années 2000, elle a une importance très très forte pour la région, pour la Franche-Comté. La rivière, avant, c'était avant tout une économie. Dans les années 90, on vit de la culture pêche. On peut s'apercevoir, par exemple, de plusieurs commerces qui marchent très très bien. La Loue, c'est l'endroit où il faut être. L'endroit, c'est ce qu'on recherche tous en tant que pêcheurs. C'est une multitude de poissons, c'est une beauté du site. C'est des poissons magiques qu'on retrouve nulle part dans le monde. D'accord, on a principalement la truite. La truite du bassin méditerranéen, c'est cette truite couleur or avec 3 zébrures sur le côté noir. Et cette truite-là, on la retrouve nulle part. Juste dans nos rivières de Franche-Comté. Elle vient du bassin méditerranéen, donc on retrouve ces salmonidés, donc truite et ombre. Et tout le monde recherche ça, et ici on le trouve. Et dans ces années-là, il y en a une multitude, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. C'est-à-dire que si on vient, par exemple, ce jour-là, dans les années 90, on peut voir une multitude de pêcheurs qui sont ici. Bien sûr, moi je me rappelle d'ouverture de pêche où à cette période-là, on avait à Ornans un pêcheur tous les 20-30 mètres. Voilà. Et moi qui étais débutant à cette période-là à la pêche à la mouche, c'était un moment où, même en étant débutant, je pouvais prendre 10 poissons, 15 poissons, avec peut-être un peu de difficulté, mais
c'était pas si compliqué que ça, quoi. C'était pas si compliqué que ça. N'oublions pas aussi qu'il y avait l'école de la pêche. C'était une école nationale où on venait apprendre à être guide de pêche. C'était ici que ça se passait. Dans le Dessoubre, on avait des hôtels qui marchaient que de ça aussi. Sur la Franco-Suisse, on avait le Moulin du Plein. Moulin du Plein qui était rempli de mars jusqu'à septembre parce que une multitude de pêcheurs aussi venaient du monde entier pour pêcher cette truite zébrée. Et est-ce qu'on parlait déjà de pollution à l'époque? Est-ce qu'on se rendait compte que cette rivière, c'était en fait une ressource périssable? Oui, on commençait déjà à en parler. On va dire qu'il y a 30 ans, on commençait à parler. Les anciens appelaient ça la mousse. Alors on mettait ça aussi sur la reproduction des poissons, qui l'affaiblissait, mais on se rendait déjà compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les anciens déjà en parlaient. Oui. Qu'est-ce qu'on appelait la mousse? Vu que là on n'a pas l'image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire? Qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est des plaques blanches, un peu dufteuses, qui viennent se mettre sur la peau du poisson. Et c'est ces poissons qui sont atteints d'une maladie qui va les amener forcément vers la mort. Voilà. Ouais. Donc il y a 30 ans, on voit, c'est quoi? C'est une bactérie qui apparaît? C'est un champignon, c'est un parasite qui est présent dans nos rivières, hein, qui est là et qui pourrait, on va dire très bien, passer inaperçu si elle n'était pas accompagnée d'une autre pollution qui est dans la rivière. Je pense que ça pourrait passer relativement bien. Mais ce champignon, la saproléniose, accompagné de la pollution qui est actuellement dans la rivière, met à mal toute la vie de la Loue. Vous m'avez parlé, vous, d'un tournant aussi dans votre vision de la pêche. C'est l'année 2009 qui est vue comme une année noire par les pêcheurs. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Alors, 2009, on commence à avoir beaucoup de mortalité. 2011, on fait une première manifestation qui se passera à Goumois, sur le pont, qui réunit à peu près... on va dire 1000 personnes à peu près. C'est-à-dire une grosse mortalité. Est-ce qu'on peut se rendre compte, c'était comment? C'était par brouette. C'était par brouette entière qu'on les véhiculait sur le lieu de la manifestation. C'était des poissons, des centaines de poissons, des milliers de poissons qui dérivaient à la surface ou qui erraient sur le fond de la rivière. Et là, ça a été vraiment la première hécatombe qu'on a pu apercevoir. C'était une mortalité d'une importance monstrueuse, quoi. Quand je vous dis par brouette, c'était par brouette, quoi. Et vous, quand on assiste à ça en tant que pêcheur, en tant que passionné, forcément ça remue? C'est pas que ça remue, c'est déjà vous demandez ce qui se passe, parce que vous pensiez pas que le phénomène allait aller aussi vite. Et puis ça vous prend les tripes, ouais, ça vous amène les larmes aux yeux, ça vous bouleverse. Parce que à ça, vous n'avez pas forcément de... Alors à l'époque, on pouvait s'imaginer que les choses allaient peut-être changer, peut-être bouger, peut-être qu'il y allait avoir une conscience gouvernementale qui allait se mettre en place, où on allait se dire qu'on allait protéger la rivière, et on voulait y croire. Ça, c'est sûr qu'on voulait y croire, parce que face à ça, on ne peut pas rester. Mais qui pourrait rester face à la mort d'une rivière les bras ballants à dire on va rien faire. Et cette année-là a été vraiment une année assez énorme. Un électrochoc pour tous ceux qui tenaient à l'eau. Ouais, exactement. C'est là où on s'aperçoit que, vous vous rendez compte, des brouettes entières, des brouettes de poissons, quoi. Et d'année en année, ça a continué. Ça a continué chaque année. Alors 10 fois des années un peu moins que d'autres. Mais ça continue. J'imagine ceux qui ne sont pas d'ici, qui se doivent dire à quoi c'était dû cette pollution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la Loue, par exemple, est plus polluée? Je sais qu'il y a des raisons multiples, mais est-ce qu'on peut commencer? Ça. On va dire qu'il y a des raisons multifactorielles. La pollution, oui, effectivement, elle est d'ordre agricole. Ça, moi, je me base sur des données. Il y a des données qui ont été faites sur NutriCarts ou sur Chrono Environnement qui ont été faites, qui montrent... Oui, c'est justifié par des études scientifiques. Exactement, c'est montré par des études scientifiques qu'il y a une pollution agricole, mais qu'on a une pollution aussi qui est due aussi à des stations d'épuration qui ne sont pas en bon état. Sur Pontarlier, par exemple, sur Ornans, on a des stations qui sont plus aux normes parce que Pontarlier, on a une population qui s'est multipliée par 3 de par la proximité avec le travail en Suisse. Et on a des installations qui sont obsolètes. Les micropolluants, on en parle aussi, mais ça pourrait être aussi géré par les stations d'épuration. On a tous les problèmes pharmaceutiques, chimiques,
les problèmes de la sylviculture, les grumes, les traitements du bois. Donc tout ça, 1 plus 1 plus 1, c'est ce que je vous disais. Qui se retrouvent tous dans la rivière. Voilà. On cultive, on épand de plus en plus, on a de plus en plus de production de lait et on se retrouve forcément avec des épandages de plus en plus énormes sur la région. On a une surface qui est petite. La Franche-Comté, c'est petit. Et ce qui vient s'ajouter, c'est que sur cette terre sur laquelle on habite, on est sur une terre qu'on appelle karstique. Donc c'est une terre calcaire et c'est une terre qui est, on pourrait l'imaginer comme un gruyère avec plein de trous. On a une épaisseur à peu près de 30 cm de terre et en dessous c'est de la roche, c'est du calcaire. Et tout ce que vous allez mettre sur cette terre va s'infiltrer pour finir où ? Dans la rivière. Dans les rivières. Dans toutes les rivières de Franche-Comté. Voilà. Donc on retrouve cette problématique sur toutes les rivières karstiques parce qu'en fin de compte, ces épandages qui sont là à la base pour fertiliser la terre, va fertiliser aussi la rivière. Voilà. Et en fertilisant la rivière, il va se passer un problème, c'est que ça va pousser aussi au fond de la rivière. Et puis au lieu de se retrouver avec un fond comme il devrait l'être, c'est-à-dire des cailloux, du sable, une rivière de couleur or, jaune, on va se retrouver avec une couleur comme on peut le voir là aujourd'hui, verte, vert foncé, qui va venir colmater complètement tous les fonds. Quand on regarde la rivière comme ça, on pourrait se dire c'est pas très grave, mais ce qui se passe, c'est que sur le fond de cette rivière, il y a beaucoup de petits insectes, de petits invertébrés qui... C'est un écosystème. Il y a tout un écosystème qui est là et qui vit et qui est hyper important parce que les truites et tous nos salmonidés, truites, ombres, vont venir se nourrir principalement de ça. Si ça n'existe plus, nos truites ne se nourrissent plus, nos truites s'affaiblissent et vu qu'elles s'affaiblissent, elles vont attraper justement la saproléniose. Le champignon dont on parlait. Exactement. Et ce qui les fait mourir. Exactement. Alors, on pourrait s'imaginer que s'il n'y avait pas de saproléniose, on pourrait se dire alors du coup ça irait mieux. Mais forcément elles mourraient parce qu'elles n'ont plus la possibilité de s'alimenter comme elles devraient s'alimenter. Donc on se retrouve face à une vraie problématique, c'est que la rivière ne peut plus donner à manger à ses habitants tout simplement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, normalement, à cette période-là, on devrait avoir une multitude d'insectes déjà présents sur l'eau, ce qu'on appelle nous les pêcheurs les braquis par exemple, c'est des nuages d'insectes qui devraient arriver là sur l'eau. Et là on n'en voit pas énormément. Et tout au long de l'année, on voit plus ce qu'on recherche nous pêcheurs, c'est ces nuées de fourmis, ces nuées de sage, ces nuées d'insectes qui peuplent la rivière et qui sont plus là. Ouais, donc cette situation, cette problématique apparaît, comme on l'a dit, vers 2009 et s'ensuit plusieurs manifestations. Vous y avez participé. Ouais. Est-ce que ça a joué dans votre décision de devenir garde-pêche ? Ah oui, bien sûr. Moi j'ai essayé d'être actif à ma manière. Et un jour, j'ai eu la possibilité, par une annonce qui arrive comme ça sur un réseau, sur Facebook, comme quoi on cherchait des gardes-pêche sur Besançon. Alors, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée aussi de participer activement, pas dans le mode de la répression, parce que la répression, ça n'a jamais été vraiment mon fort, mais dans le but d'être plus présent au bord de la rivière, d'assister aussi à ce qui se passe dans cette rivière. Ouais, d'assister vraiment à ce qui se passe, et puis le fait d'avoir... cet habit de garde-pêche me donne une légitimité d'être plus présent encore au bord de l'eau pour, comme je vous disais, pas faire une répression, mais plus amener les gens à réfléchir aussi, les amener à regarder plus ce qui se passe, parce que il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe, parce que il faut que les gens aient un regard différent sur la rivière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur explique ce qui se passe vraiment dans la rivière. Et ça, c'est important. Et ça, c'est mon but. Donc, il y a quelques années, je vois cette annonce et puis je me dis, pourquoi pas. Donc, je commence ma carrière de garde-pêche à Besançon. Vous avez commencé, vous l'avez dit, en 2019 à Besançon, puis vous êtes venu garde-pêche ici à Moutier. Ouais. Vous vous rapprochez aussi de ce qui vous anime, de votre passion, mais en même temps, vous assistez continuellement à la lente destruction de ce que vous aimez. Est-ce qu'en étant garde-pêche, depuis que vous êtes garde-pêche, cette pollution vous a encore plus sauté aux yeux ? Alors, cette pollution, elle me saute aux yeux depuis 2011. Mais là cette année,
au mois de décembre, je m'aperçois au mois de décembre-janvier qu'il y a une mortalité qui est en train de se mettre en place. Et on pourrait se dire comme chaque année, mais là, elle me semble assez violente. D'un seul coup, elle arrive du jour au lendemain, comme ça, elle est là, elle est présente. Je vois 1 poisson, 2 poissons, 3 poissons, 25 poissons. Et je me dis, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis, et moi, avec mon rôle de garde-pêche et puis pas tellement présent sur les réseaux sociaux, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Qui est-ce que je peux alerter ? Comment je peux faire ? Oui, parce qu'il y a déjà eu des manifestations, rien n'a changé, donc C'est on ça, se dit comment c'est on ça. fait. Comment on fait ? Comment on fait ? Et c'est là, en fin de compte, où je me dis, il faut que je prévienne quelqu'un qui est Tanguy. Tanguy, c'est un ami. C'est mon monteur de mouches qui vient s'installer à Ornans quelques semaines avant. Et puis, Tanguy, c'est mon monteur de mouches. C'est quelqu'un avec qui je pêche aussi. Et puis, je me dis, lui, il faut que je l'alerte parce que lui, sur les réseaux sociaux, il a vraiment Communauté. une vraie communauté, quoi. Il est suivi quand même par pas mal de gens. Et je me dis, il faut que je l'avertisse, qu'ils viennent déjà contrôler avec moi pour voir si vraiment c'est significatif et puis voir si comme moi, il y a lieu d'alerter ou pas. Et ce jour-là, on va se balader et puis c'est une truite, 2 truites, 25 truites qu'on voit. On y retourne le lendemain. Morte, on précise. Ouais. Comment ? Que vous voyez soit morte, soit malade. Ouais, principalement malades parce qu'en fin de compte, une fois qu'elles sont malades, quelques jours après, elles sont plus là, elles sont mortes, elles partent, quoi. Et puis, Tanguy, comme moi, se met en alerte aussi. Et puis, il se dit, mince, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et là, il va alerter un autre ami qui est Bastien, plus connu sous le nom de Bastoc, qui, lui, a encore plus d'influence sur les réseaux sociaux et qui va on va décider tous ensemble de faire une première vidéo qui sortira au mois de février. Pour alerter sur cette pollution, sur ces maladies. Qui va alerter, qui va vraiment montrer avec des images vraiment choc, de truites en train d'agoniser, quoi. Et à 3, vous devenez un peu des lanceurs d'alerte. Exactement. Et ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Ouais. C'est quoi votre sentiment à vous quand vous voyez ça ? Vous vous dites, enfin, on touche les gens, enfin, on va arriver à faire prendre conscience aux gens de la situation. Est-ce qu'on se sent peut-être pas un peu dépassé même par ça ? C'est incroyable. Moi j'ai été vraiment surpris d'un tel impact d'une simple vidéo de quelques minutes. Et on s'est dit, il faut continuer, quoi. Faut vraiment continuer, mais continuer comment ? Moi, je voulais absolument attirer le monde de la pêche, je voulais attirer les associations, les présidents, les fédérations de pêche. Moi, c'était vraiment le but de ça, c'était vraiment que tout ce monde de la pêche se mobilise, mais on se trouve face à une autre problématique, c'est-à-dire que si vous alertez d'une problématique qui se passe sur une rivière, vous allez forcément retirer quelque chose d'important, c'est-à-dire les pêcheurs qui se déplacent de la France entière pour venir pêcher la loue. S'ils voient qu'une rivière est en mauvais état, ils ne vont pas venir. S'ils ne viennent pas, c'est un manque à gagner, c'est des cartes de pêche en moins qui sont vendues. Est-ce que c'était déjà pas le cas ? Il y avait autant de pêcheurs que dans les années 90 Bien sûr que non. On va sur c'était des milliers de cartes qui étaient vendues avant. Maintenant, on se retrouve par exemple à Vuillafan avec 77 cartes qui ont été vendues l'année passée. 77 cartes. Une énorme chute en fait. Une énorme chute. On est sur Moutier-Haute-Pierre sur 400 cartes vendues l'année passée. Enfin, Moutier-Haute-Pierre, c'était des milliers, 2000 cartes qui étaient vendues chaque année. Forcément, les gens viennent plus. Pourquoi ils viennent plus ? Déjà parce qu'il y a une difficulté à toucher le poisson. Maintenant, pour pêcher la loue, il faut être à la mouche, j'entends. Il faut être... il faut déjà être une pointure de la pêche, quoi, parce que ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a de moins en moins de poissons, et puis tous les poissons maintenant sont hyper sensibilisés à ce mode de pêche, donc sont hyper méfiants. On parle d'animaux sauvages, on reste sur des animaux sauvages, donc c'est de plus en plus compliqué. Et on voit que la pêche diminue, on voit que les pêcheurs forcément diminuent aussi, et on s'aperçoit bien de ça, parce que les cartes ne sont plus en vente comme elles étaient avant. Oui, quoi. donc les organisations de pêche se sont peut-être dit, si en plus on montre les images de cette pollution, ça va encore faire baisser les ventes. Effectivement. C'est pour ça que d'eux-mêmes, ils vous ont pas rejoint dans votre combat. Au début, ils m'ont pas rejoint dans le combat, parce qu'ils se sont dit, c'est comme chaque année, pourquoi encore alerter ? Il se passe ça chaque année, c'est toujours la même problématique. On remue la merde, on a déjà fait des manifs, ça sert à rien. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que je me suis dit, si on ne le fait pas là, maintenant,
j'ai l'impression qu'on ne pourra plus jamais le faire parce que j'ai l'impression qu'on touche le bout, là. J'ai l'impression qu'on touche le bout. Moi, je vois 208 sur un endroit où j'en ai comptabilisé à peu près 500. Et je me dis, c'est encore la moitié qui est partie, quoi. Et ça continue. Hein. On a fait la manif, effectivement, là, au mois de mars. C'était le 22 mars précisément. Le 22 vous mars. êtes finalement arrivé à l'organiser, cette manifestation. Alors, on y est arrivé parce qu'on a continué. Et ça, c'est hyper important parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Je vous parle d'une association avec d'autres personnes, avec Tanguy, avec Bastien. Ça, c'est le début. Mais après, vous vous retrouvez, comment on peut faire pour organiser une manifestation ? Parce que vous, tout seul, si vous organisez une manifestation, vous allez vous trouver complètement... vous allez vous trouver face à des problématiques qui sont d'ordre juridique. S'il se passe quelque chose pendant la manifestation, c'est vous qui allez écoper de toutes les problématiques qui vont en ressortir. S'il y a des dégradations, s'il y a des débordements, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc seul, c'est lourd à prendre comme décision. Et puis vous avez des pressions aussi. Non, ne le fais pas. Il va t'arriver peut-être des mauvaises choses ou c'est pas une bonne idée. Toutes ces problématiques, vous arrivez finalement à vous associer avec SOS Loup Rivière Pontoise, une association avec Ampertos qui vous permet... Alors, justement, au début, on essaye de s'associer avec SOS Loup, mais SOS Loup est un collectif. Et un collectif n'a pas de système juridique derrière pour mettre en place une manifestation. Alors moi j'aurais bien voulu faire cette première manifestation en collaboration avec la fédération de pêche du Doubs, qui aurait été un acteur, un vrai allié. J'ai pas pu, ça s'est pas passé. Donc on s'est retourné vers Ampertos, qui est une association aussi nationale pour la protection des eaux, et eux qui ont le statut juridique qui va bien pour justement mettre en place une manifestation, et eux acceptent de le faire. Ouais. Et donc le 22 mars, c'est aussi une journée de l'eau aussi, donc date pas choisie au hasard, vous réunissez à Ornans plus de 800 personnes. Vous qui avez lancé l'alerte avec des vidéos sur internet, vous prenez la parole au micro devant toute cette foule. Comment vous vous sentez ? Vous sentez quand même que... Ému. Ah ouais, il y a une vraie émotion parce que ce qui s'est passé, c'est que la vidéo, elle a été vue 700 000 fois. Alors vous dites potentiellement, on pourrait être hyper nombreux, quoi, mais entre cliquer sur un lien et puis venir à Ornans, c'est un vrai challenge qui est mis en place là. Donc on fait une pub monstrueuse sur tous les réseaux, on continue grâce à vous, grâce aux médias, grâce à plein d'associations à mobiliser les gens. Et puis là, on se retrouve le 22 mars, journée de l'eau, effectivement. Journée du retour de la truite de Courbet, dans le musée de Gustave Courbet, dans le musée à Ornans. Donc ça, c'était vraiment une vraie symbolique quand même. Et on se retrouve le 22 mars, je me rappelle, à midi, sur la place en bas, puis à attendre les premières personnes qui arrivent. Et puis à 13h, on est 25. À 13h30, on est 50. Et puis je me dis, peut-être on sera 100. Et là, il commence à y avoir plein de gens qui arrivent, il commence à y avoir plein de voitures qui s'arrêtent. Et là, je me dis, ça marche, 100 personnes, 200 personnes, 300, 500. Et on évalue entre 800 et 1000 personnes le nombre de manifestants qui viennent nous rejoindre. Mais quand je vous dis des quatre coins de la France, c'était magique, ça. C'est des gens qui viennent de la Corrèze, c'est des gens qui viennent de la Moselle, c'est des gens qui viennent du Luxembourg, de Zurich, de Paris, de Lyon, d'Alsace. Il y a des gens qui répondent présents des quatre coins de la France. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai été ému, j'ai eu du mal à parler au début avec ce micro parce que je me dis, c'est incroyable. Il y a la maire de Besançon qui vient, qui a un discours assez incisif, on va dire, envers notre ministre de l'Agriculture. Je me dis, il y a une belle prise de parole quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De toute façon, on aura toujours des gens qui aiment et qui n'aiment pas. On a Madame Voynet qui est venue nous rejoindre au mois de février, qui nous soutient. Ça reste le député de la circonscription. C'est toujours pareil, on aime, on n'aime pas. Moi, quand j'ai publié la première fois le soutien de Madame Voynet à nos côtés, je me suis fait démonter parce que tu t'habilles de personnages politiques, est-ce que c'est une bonne chose ? Je m'en fous en fin de compte si c'est une bonne chose ou pas, je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi ce que je veux c'est
médiatiser, je veux que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer dans cette rivière, et pour moi c'est important. Vous, ça a aidé cette manifestation aussi? Je sais pas si ça a aidé, j'en sais rien. Je me retrouve maintenant, après cette manifestation, les bras ballants, parce que après un tel coup, pour moi c'est un coup d'État, j'ai jamais fait un truc comme ça dans ma vie, quoi. C'est la première fois en fin de compte que j'arrive à être autant actif, et la manifestation se passe, et le lendemain de la manifestation, vous vous dites et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi je retourne au bord de la Loue le lendemain, parce que j'y suis là tous les jours, j'y suis avec mon chien, je me balade, et puis je regarde, et puis je continue mes vidéos, et puis je vois qu'elle elle s'en fout de la manifestation qui est passée, elle s'en fout de tous ces gens qui se sont intéressés à la mortalité. Elle continue dès le lendemain, je fais une parution avec encore un nombre qui est en train de crever, qui est en train de... Puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis encore aujourd'hui, ça continue. Et est-ce qu'on se sent impuissant? Oui, complètement, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec l'association d'Ampertos? Il va y avoir une plainte déposée. Contre qui? Contre l'État. Pourquoi? Pour qu'il y ait une prise de conscience que ça va mal, que ça va mal, et qu'il faut agir maintenant, qu'il faut prendre des bonnes décisions maintenant. Voilà, qu'il faut imposer des choses pour que les mortalités s'arrêtent, pour que l'état de la rivière redevienne normal. Parce que j'allais dire, la solution, c'est quoi? Pour vous, c'est vraiment une action des décideurs politiques, de l'État? Oui. Comment on pourrait faire changer les choses? Simplement en diminuant les quotas. Est-ce qu'on a besoin de manger du comté partout dans le monde? Alors je comprends qu'en fin de compte, il y a un vrai intérêt financier derrière, et puis je comprends que les gens aient envie de manger correctement tous les jours à leur faim. Je comprends, moi, tous ces gens-là, j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit, mais je me dis, si on augmentait et si on produisait moins loin, et ce produit qui est un produit de luxe, par exemple ailleurs, si on l'augmentait un peu plus, pour que l'argent, en fin de compte, continue à rentrer, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, mais que les productions diminuent. Ça pourrait être une possibilité, c'est ma possibilité à moi, c'est ce que je peux imaginer. Si on remettait ces stations d'épuration aux normes, si on refaisait toutes les fuites qu'il y a dans le système, parce qu'on estime à 50% les fuites sur les réseaux, en fin de compte, d'épuration. Si on remettait tous ces réseaux en normes, Et pourquoi là vous proposez des solutions qui sont connues déjà? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que ça coûte de l'argent? C'est parce qu'on préfère se voiler la face? Oui, je pense que oui. Alors pour ces systèmes d'épuration, oui, ça doit coûter de l'argent. Oui, je pense, mais après je me dis, quand on met en place une station d'épuration et qu'on sait que sa durée de vie est de 50 ans, je me dis pourquoi on ne budgétise pas après, sur les 50 années qui suivent, la restructuration d'une future station d'épuration, parce qu'on sait que dans 50 ans elle sera obsolète. Quand on sait qu'il y a une population qui augmente d'année en année, pourquoi on ne se dit pas on change les possibilités d'épurer nos eaux usées? Pourquoi moi j'arrive pas à comprendre, j'ai pas de réponse à vous donner de ça, parce qu'en fin de compte je suis pas un spécialiste de ça. Au bout d'un moment je me dis, voilà, faut arrêter de faire semblant de se dire on s'occupe de la rivière. On a des plans de rivière karstique qui sont mis en place, mais moi voilà, je dis il faut arrêter de faire semblant, parce que la mortalité là, elle fait pas semblant, quoi. La dégradation de la rivière, ça fait pas semblant, c'est vraiment le bout du bout. On touche vraiment le bout du bout. La rivière, après, elle va être sans vie. Il ne se passera plus rien dans cette rivière. On pourra toujours venir faire du canoë-kayak, on pourra venir se balader, on pourra toujours s'émerveiller des lieux, parce que, comme on peut voir derrière moi, c'est magique ici. C'est magique, c'est beau. On pourra toujours faire ça. Mais on ne pourra plus venir pêcher. Peut-être un jour, on ne pourra plus venir se baigner. Puis peut-être un jour, on ne pourra plus boire non plus l'eau de cette rivière, parce que, ne l'oublions pas, on prélève quand même cette eau pour la consommer à Besançon. Voilà, il y a 80% de l'eau qui coule ici, qui est prélevée ensuite pour être assainie et puis arriver dans nos robinets, donc c'est important. D'ailleurs, vous personnellement aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà toujours de l'espoir? Quels sont vos objectifs? Mes objectifs, alors personnels, ça va être toujours de continuer à faire ce que je sais bien faire, c'est-à-dire d'être au bord de l'eau et puis de continuer à mobiliser les gens, mais je me dis au bout d'un moment, je ne vais plus pouvoir les mobiliser, parce que l'acteur principal qui est la rivière, elle sera morte s'ils ne se bougent pas, s'ils ne font pas quelque chose. Ça ne durera pas bien longtemps. Les plus optimistes disent dans 5 ans. Voilà, dans 5 ans. Dans 5 ans, quand on dit la rivière morte, c'est-à-dire, pour qu'on voit un peu, il n'y a plus de poissons? Il n'y aura plus de poissons. Donc on aura une rivière complètement vide. Donc moi, l'acteur principal, qui sont les poissons, les truites et les salmonidés, comme les ombres aussi, ne seront plus là, quoi. Donc, qui dit rivière vide dit plus de poissons, dit aussi plus de garde-pêche pour alerter sur la pollution. Oui, tout à fait. Plus de pêcheurs.
Et au fond de vous, ce sera notre dernière question, est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce que vous avez toujours la flamme de vous battre ou vous dites, est-ce que vu l'état, c'est perdu d'avance? Non, moi j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de la rivière, je ferai les choses comme j'ai l'habitude de les faire jusqu'au bout, avec mes moyens. Si d'autres sont à côté de moi, et il y en a déjà d'autres à côté de moi qui le font, mais on ira jusqu'au bout de toute façon. Voilà, c'est mon rôle, c'est le rôle de tout citoyen, et c'est ça que j'appelle à entendre, c'est que moi ce que j'ai fait en tant que citoyen et garde de pêche, n'importe qui peut le faire. Il suffit de s'associer avec les bonnes personnes, et puis de reléguer cette information tout le temps. Je pense qu'en montrant du doigt tout le temps les problématiques, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Moi, j'ai pas d'autres moyens pour le faire. J'ai pas d'autres moyens. Parce que si vous êtes toutes ces sentinelles-là qui sont au bord de l'eau, qui soient pêcheurs, associatifs, collectifs, vous n'avez plus aucune surveillance. Et là, c'est la porte ouverte à tout. Jean-Marc Bertacci, merci. C'était notre dernière question. Merci pour cet échange, même si on sait qu'il a parfois pu être compliqué parce que les thématiques qu'on abordait étaient parfois lourdes et vous tenaient à cœur. Ouais. On espère que vos efforts porteront leurs fruits, que vous arriverez, vous et tous les acteurs de la région, à inverser la situation, à conserver, voire à améliorer la biodiversité de nos cours d'eau et de la Loue en particulier. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous.